Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. 20 janvier 1961, 20 janvier 2018, l'armée malienne vient de célébrer ses 57 ans, un anniversaire qui intervient dans un contexte où la situation sécuritaire du pays est de plus en plus inquiétante selon les spécialistes. Quels sont les défis et que faire pour avoir une armée à hauteur de souhait comme demandé par certains Maliens? Ce sont les principales questions sur lesquelles 3 observateurs donneront leur point de vue dans le grand dialogue de ce soir. Et nos invités sont Baba Dakono, chercheur à l'Institut d'études de sécurité ISS, Boubacar Bokoum, politologue, et Abdulkader Fofana, membre de l'ASCOMA. Je suis Mouhamadou Touré. Le grand dialogue. Alors, je le disais tout de suite, l'armée malienne vient d'avoir 57 ans. Boubacar Bokoum, quel est le bilan de la situation après 57 ans? Après 57 ans, je pense que l'armée aujourd'hui n'est pas à hauteur de souhait, parce qu'aujourd'hui le pays étant occupé sous cet axe et que l'armée a beaucoup de difficultés aujourd'hui à reconquérir l'ensemble de l'espace malien. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui ont été mises en œuvre pour mettre cette armée à hauteur de souhait, parce que quand tu regardes l'approche du gouvernement actuel, on a l'impression que tout se passe autour de juste l'armement en termes de matériel, alors que c'est d'abord des hommes qui gèrent cette armée et c'est des hommes qui utilisent les armes. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette forme de gouvernance au sein de l'armée pose d'énormes difficultés et que l'armée aujourd'hui a besoin de plus de justice, plus d'équité à l'intérieur, parce qu'il faut une justice militaire à l'intérieur et que la hiérarchisation soit respectée et qu'il y ait une bonne discipline dans l'armée. C'est pas seulement l'équipement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses à faire. On a vu l'État peut-être payer quelques hélicoptères, quelques armes avec la loi d'orientation militaire. Bon, théoriquement, on peut dire qu'il y a certaines choses qui sont en cours. Mais je pense que le vrai problème, c'est un problème de bonne gouvernance qui se pose au sein de notre armée. Donc, après tout ce temps, il y a eu des hauts et des bas. La preuve est qu'en 2012, déjà, il y avait un problème par rapport à une frange de l'armée qui s'est accaparée du pouvoir. On est allé dans une forme de redressement et aujourd'hui on se trouve face à un État qui essaye, je pense, de redresser la barre, mais qui malheureusement, je pense que ne fait pas assez. Baba Dakono, partagez-vous l'avis de Bokoum sur le bilan? Je la trouve toujours extraordinaire, cette façon de mettre côte à côte les opinions et de vouloir prendre mon opinion sur celle de Bokoum. Je vais quand même... C'est pour éviter les répétitions. Je vais donner les éléments de réponse qui, à mon sens, participent à cerner la question que vous avez posée. Peut-être vous allez me dire si c'est en accord avec ce que Bokoum vient de dire ou non. Je pense que les défis sont nombreux et ce qui est dommage, regrettable, mais qui n'est pas forcément la responsabilité d'une partie ou d'une personne, c'est que ce sont les mêmes défis pratiquement depuis des années. C'est que nous avons une armée ou des forces de défense, en y ajoutant de sécurité, qui sont confrontées à des menaces. Si je prends à partir des années 2000, 2 types de menaces. D'abord, on a les insurrections populaires, notamment la rébellion armée au nord du pays, qui depuis les années 63, nos armées y sont confrontées. Mais en plus de ces rébellions armées, de la défense de la patrie, donc la protection du territoire, on a cette nouvelle menace qui est une manifestation de beaucoup de choses, ou une confluence de beaucoup d'effets, qui est la question du terrorisme. Menace face à laquelle rares sont les armées africaines qui y sont préparées. Donc, en plus des défis qu'on a depuis 1963, qui est le défi de la sécurisation de ce vaste territoire, plus d'1,242 000 km², on a ce défi nouveau qui est le terrorisme pour notre armée. Et malheureusement, les questions de gouvernance qui ont été abordées tout à l'heure n'ont pas été à la hauteur de la menace et des défis qui découlent de cette menace. Donc, malheureusement, comme je le disais au début de mon propos, nous avons pratiquement les mêmes défis depuis des décennies et on a du mal
à pouvoir y faire face, notamment d'un point de vue strictement militaire et sécuritaire, qui du reste n'est pas la seule réponse envisageable pour aider le pays à faire face aux défis sécuritaires. Abdoulkader Fofana, vous êtes membre de l'ASCOMA. Aujourd'hui, que pense le consommateur malien de son armée? Et je vous remercie de l'invitation. Le consommateur de son armée, c'est vrai que c'est difficile de dire que le consommateur parle d'une seule voix. Parce que nous sommes tous conscients des difficultés auxquelles notre armée a été confrontée depuis très longtemps. C'est une armée qui a fait du chemin. Peut-être pas toujours glorieux, mais je pense qu'il y a eu des époques où on a eu à être satisfait de notre armée. Maintenant, le consommateur aussi se pose la question, est-ce que c'est pas son armée à elle? C'est son armée à elle. Paraphraser, c'est quand je dis qu'est-ce que tu penses de ton chien, ça ne veut pas dire que le chien n'est pas important. Je place sous l'angle où quelqu'un aime son chien. Et ce que tu veux qu'il soit, il le sera. Donc en tant que consommateur, si on s'interroge, qu'est-ce que nous avons eu à poser comme acte pour que notre armée puisse aller de l'avant? Est-ce que nous avons été derrière ce qui devait être fait? Parce que là, on est en train de dire, on est en train de pas les jeter en pâture, mais de montrer leur faiblesse. Mais est-ce qu'il est arrivé un moment avant cette date où on s'est assis pour dire, mais tiens, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Est-ce qu'ils sont dans les conditions? Ils ont eu des sorties. Si on se rappelle, il y a eu des moments où la coordination des sous-officiers est sortie. Tout le monde sait ce qu'ils ont fait. Mais c'était un cri de cœur qui voulait montrer le malaise qu'il y a dans cette armée. Mais est-ce qu'on a bougé? Je ne suis pas très sûr. Donc, le consommateur, c'est son armée. Et son armée est ce qu'il a voulu qu'il soit. C'est peut-être qu'il a voulu qu'il soit mieux que là où il est maintenant. On sait que ce n'est pas toujours plaisant de voir comment ils sont. On en viendra, j'ai beaucoup d'éléments à donner qui vont montrer qu'on pouvait faire mieux. Mais je me dis qu'il n'est pas tard parce que le problème c'est constater. Quand on constate, on va loin. On déplace une pierre et ceux qui viennent après vont faire déplacer maintenant la pierre. D'accord. Écoutons ce reportage de Ousmane Nialibouli dans lequel certaines des populations de Mopti et du nord du pays donnent leur avis sur l'armée malienne. Selon les habitants de la région de Tombouctou, les forces de sécurité effectuent fréquemment des patrouilles pour sécuriser les personnes et leurs biens. Selon un habitant de la commune de Gossi, la présence des militaires maliens, même s'ils sont peu équipés, rassure les populations. Ils sont toujours aux côtés de nos populations. Donc on demande aux tout-puissants de les accompagner sur le terrain. Malgré tout ce qu'ils ont subi, ils sont toujours présents sur le terrain, ils sont partout. Et à l'instant où je te parle, ils sont dans la zone. Et ils sont en train de combattre l'ennemi. Cette confiance est aussi partagée par les populations de Kouakourou dans les cercles de Djenné. Selon elle, la quiétude revient petit à petit dans la localité, même si ces environs sont toujours menacés par les groupes djihadistes. Les populations de Kouakourou se sentent en parfaite sécurité, puisqu'il y a l'armée qui est représentée ici depuis 4 mois aujourd'hui. Sortir hors du village, ça ce n'est pas effectif à cette période. Cependant, les habitants de la commune de Diafarabé, une localité du cercle de Tenengou, se sentent abandonnés par l'État et laissés à la merci des groupes terroristes. Selon eux, aucun service de l'État ni aucun militaire n'est visible dans la localité. Diafarabé, c'est une zone vraiment de sécurité et ça règne presque 3 ans maintenant. Et on peut dire que la population n'est pas du tout en sécurité et que vraiment il y a une absence totale de l'État ici. Il n'y a pas l'école, il n'y a pas l'administration. Ici, on peut dire seulement sur le secteur privé seulement qui marche. Même les ONG vraiment ont des difficultés ici. Le maintien de la stabilité dans le nord et du centre du pays a été qualifié dans le dernier rapport trimestriel de l'ONU sur le Mali d'extrêmement préoccupant. C'est dans ce contexte que le gouvernement a annoncé la semaine dernière le lancement dans les centres d'une vaste opération de sécurisation. Dakono, que pensez-vous de ces différentes réactions des habitants de ces localités au nord et au centre du pays? Je pense que d'abord ces réactions reposent sur des perceptions, donc le sentiment de vécu, vous l'avez vu, il faut relativiser ces
perceptions, parce que l'on soit dans une certaine condition où on souhaite voir la présence de militaires qui est une présence dissuasive. Donc pour ces personnes, la présence de forces de défense et de sécurité permettrait de dissuader certains groupes armés, notamment qualifiés de terroristes. Je pense que ça rappelle un peu sous la perception mitigée de la situation sécuritaire par les communautés, parce que rattache la sécurité à la présence ou à la visibilité d'acteurs sécuritaires dans leurs localités respectives. Bokoum, que pensez-vous de cette non-présence de l'armée signalée par certains habitants de Diafarabé dans cette localité? Je pense que, comme M. Dakono l'a dit tout à l'heure, c'est effectivement un problème de perception, parce que de toutes les façons, le citoyen lambda ne sait pas réellement comment fonctionne la sécurité d'un État. Ça, c'est un premier aspect. Deuxièmement, le militaire lui-même sait quoi. On n'est pas suffisamment informé. C'est comme on l'appelle généralement la grande muette. On ne sait pas ce qui s'y passe. Donc, c'est vrai que psychologiquement, on pense que s'il y a des militaires là, ça sécurise. Mais ce n'est pas évident. Parce qu'aujourd'hui, le contexte de l'insécurité est tel que même la présence militaire, en réalité, ne dissuade pas. Il faut plus que ça, parce que c'est déjà des terroristes qui sont inscrits dans le djihadisme, qui n'auront pas peur d'affronter l'armée où qu'elle soit. La preuve en est que quand le camp Agao a été attaqué, la MINUSMA a été attaqué, bon, donc ce n'est pas tellement là le problème. Le vrai problème aujourd'hui, c'est d'être sur l'ensemble, c'est pas les militaires en tant que tels. Il faut que l'État lui-même soit présent et qu'il puisse assurer le service de base. C'est de ça que les gens ont besoin. Donc il faut que l'État soit suffisamment fort et qu'il soit visible pour donner les services. Maintenant, la présence militaire à tous les niveaux, nous n'en avons ni les hommes, ni les moyens pour mettre les militaires un peu partout. Mais de façon générale, si la sécurité sur l'ensemble du territoire est assurée par des mécanismes adéquats, on n'a pas besoin de la présence physique à l'intérieur du pays en réalité. Parce que le problème, ça ne se pose pas en termes de... il faut que les zones où on a la gendarmerie, la police et tout ça, ils ne peuvent pas résister à une attaque djihadiste, parce que c'est des structures légères, elles ne sont pas des structures réellement militaires pour faire la guerre. Quand vous prenez l'exemple d'un checkpoint ou bien une zone, je prends par exemple Diré ou Niafenke, où vous avez une brigade qui a des équipements réellement légers, ou la garde républicaine qui classiquement gardait juste des prisonniers, ils ont peut-être des armes légères aussi, et face à des djihadistes qui descendent avec des pick-up, avec des 12-7 et tout ça, je pense qu'ils ne feront pas le poids. Donc, a priori, ce n'est pas des structures qui sont préparées en réalité pour la guerre, c'est juste pour la sécurité civile. Parce que quand vous avez des gendarmes dans une localité, des policiers dans une localité, réellement, leur rôle, ce n'est pas d'aller directement à la guerre, c'est d'assurer le minimum de sécurité civile. Maintenant, dans les techniques militaires... Vous dites que le citoyen lambda, aujourd'hui, ne sait pas comment fonctionne la sécurité. Alors, est-ce que c'est l'État qui n'a pas expliqué le fonctionnement de la sécurité, ou c'est le citoyen lambda qui ne s'est pas intéressé à cela? Bon, les deux, parce que de toutes les façons, l'État communique très peu sur le fonctionnement des structures militaires. Il y a une grande opacité par rapport à la gestion des structures militaires et sécuritaires. Ensuite, le citoyen lui-même, dans le concept de l'éducation citoyenne, bon, peut-être qu'on ne s'intéresse pas beaucoup, mais souvent, est-ce qu'il comprend même pourquoi il doit s'intéresser ou pas? Donc, si à ce niveau aussi, tout le temps est dit que c'est l'État qui revient sur la première ligne, parce que l'éducation du Malien, lambda dont je parle, incombe quand même à l'État. Donc que le citoyen malien soit bien formé, qu'on puisse savoir comment fonctionne notre armée, qu'on sache quels sont nos droits et nos devoirs, c'est là aussi quelque part, même si le citoyen lambda doit aller vers l'information et chercher à comprendre comment les choses se passent, le premier rôle d'un État responsable, c'est d'aller à cet exercice pour permettre à cet État d'avoir la masse critique nécessaire, intellectuelle, et qui a compris toute la problématique de la nation pour pouvoir émerger. Ou autrement dit, ce serait compliqué pour un dirigeant de diriger un peuple qui, en fait, n'est pas en phase avec le leadership qu'il veut imprimer. Abdoulkader Fofana, 57 ans après, M. Bokoum estime que l'armée, nous n'avons pas une armée qui est un outil de défense à hauteur de souhait, à hauteur des attentes des Maliens. Si vous partagez cet avis, savez-vous pourquoi? Et c'est vrai, ce que M. Bokoum vient de dire. Moi, je crois que je fais une nuance entre l'armée
les forces armées et les forces de sécurité. Parce que ce que les populations viennent de nous dire, ils parlent d'une présence, si je peux appeler ça dissuasive ou sécuritaire. Parce que si je ne me trompe pas, l'armée c'est fait pour garder les frontières. Et jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas été confronté à des problèmes, à part le problème qu'on a eu avec le Burkina. Nos forces armées n'ont pas été mises à rude épreuve. Donc, je comprends dans leurs propos l'absence même de la police, de la gendarmerie, des éléments qui sont là un peu pour rassurer. Je vous donne l'exemple de Djenné, quand Agaka intervenait pour la restauration de la mosquée, où il a fallu faire intervenir des gendarmes d'une autre localité, de Sang et de Mopti, parce qu'il n'y en avait pas à Djenné. C'était tellement inattendu qu'il y a eu une rébellion de la population. Et il y a eu des disparitions, des morts d'hommes, des gens qui ont disparu. Mais est-ce que c'est l'armée qui devait être là? Je ne dis pas, je sais que c'est l'armée qui ne devait pas être là. C'est la sécurité si on prend de façon générale. Effectivement, je crois qu'il faut comprendre notre situation culturelle qui fait qu'on a beaucoup plus confiance aux voisins, aux mots, au cousinage ou à autre chose qui peut être source de baisse de tension. Donc, je ne pense pas que notre pays ait senti l'opportunité d'être une armée, d'avoir un pays guerrier à la limite comme la Russie, où chaque élève est un officier de réserve, où chaque fois que ça ne va pas, il y a un élève qui est sorti. On a fait notre formation en Russie, et le mardi, chez nous, c'était chaque mardi, tous les élèves de l'école étaient absents et ils allaient faire la formation militaire. C'était donc des officiers de réserve. Et en cas de conflit, ils sortent. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Donc, si les populations disent qu'ils ne sont pas sécurisés, je comprends. Bon, ça a un coût. Est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'à ce coût? C'est vrai qu'on ne doit pas laisser le matin de la guerre pour affûter ses armes, non. Je trouve que le problème, il est réel. Ben, ce serait bon si on profitait pour essayer de trouver des solutions. Comment on peut faire des propositions pour que la sécurité soit, et si c'est l'armée, que ce soit la lutte aux frontières. Parce qu'il y a un général étranger qui disait qu'il est difficile pour les forces étrangères d'intervenir dans un conflit chez nous, l'armée, parce que c'est un conflit qui se déroule entre des Maliens. Donc, ils trouvent qu'eux, ils sont un élément extérieur pour intervenir dans ça. Maintenant, si c'est un autre pays, un pays voisin, avec lequel on était en conflit, je pense que l'attitude ne sera pas la même. Mais le problème, de façon générale, c'est la sécurité qui n'est pas. Et sans sécurité, on ne peut pas parler de développement, on ne peut pas parler de vie. D'accord. Je crois que c'est ce que nous cherchons tous. Pensez-vous également qu'il y a confusion entre le rôle des différentes forces de sécurité et de défense au Mali? Il y a certes une confusion qui est faite par beaucoup d'acteurs, souvent même des acteurs sécuritaires, mais le problème est beaucoup plus complexe qui vient d'être présenté tout à l'heure. Parce que c'est peut-être justement cette complexité et le fait qu'on n'a pas cerné jusqu'à présent la nature de ce problème qui pose peut-être, la difficulté ou l'une des difficultés. Parce que ce qu'il vient de dire, c'est une pensée presque révolue. Parce que dans l'entendement avant, oui, la sécurité, la défense concernait justement un État face à un autre État. Mais ce concept a évolué, puisque aujourd'hui, quand on prend les 3/4 des fois où une armée est intervenue dans la défense de la patrie, elle l'a fait à l'interne. Et principalement, dans la majorité des cas, c'est des questions de terrorisme. Mais au-delà de la question de terrorisme, je voudrais juste rappeler que, je suis sûr que ce Konaté le sait déjà, Fofana le sait déjà, les fois où notre armée est intervenue, on a rappelé en 1963, c'était dans le cadre d'une insurrection armée sur le sol malien, mais qui avait une vocation indépendantiste. Donc en fait, le fait qu'on ait porté atteinte à l'État du Mali n'est pas venu de l'extérieur, elle est venue de l'intérieur du pays. C'était justement par des Maliens, mais qui réclamaient l'indépendance d'un territoire sur le sol malien. Et là, c'était une question de défense. Et c'est justement ce qu'on a revécu des années après, et au cours des années 90, au milieu des années 2000, notamment en 2006. On a revécu ça en 2012 avec, en date, la dernière rébellion, en 2012, a enclenché le 17 janvier. Donc, ce sont des situations face auxquelles l'armée
devrait réagir, mais peut-être pas préparé parce que justement nos armées sont formées sur cette forme de guerre où c'est deux États qui s'affrontent. En plus de cette menace, comme je l'ai dit au début du propos quand je parlais des défis auxquels nos armées sont confrontées, il y a le défi du terrorisme. Le terrorisme, ce n'est pas justement, nos armées ne sont pas formées pour faire face au terrorisme parce qu'il y a cette doctrine ou cette formation qui est fondée sur le fait qu'il y a une armée régulière d'un pays qui vient attaquer votre pays, donc vous devez les affronter. On n'est plus dans ce contexte, on a des groupes armés avec une idéologie qui veulent appliquer une autre idéologie outre que celle que l'État a pris soin d'appliquer. Vous savez que l'unicité de l'État dépend de l'unicité de la politique qui est appliquée sur le territoire déterminé. Donc quand on porte atteinte à l'unicité de cette politique nationale, on porte atteinte à un fondement de l'État. Donc c'est une question de défense. C'est l'armée qui réagit. Mais justement, l'armée n'est pas dans ce dispositif-là parce que l'armée a été formée dans l'esprit qu'elle va affronter une autre armée régulière d'un autre pays ou dans une autre circonstance. Mais là où elle est très intéressante, la question de nuance, c'est que l'exemple aujourd'hui du nord du Mali, les deux questions se posent. Parce qu'au-delà, on voit que la question du terrorisme, mais c'est pas le terrorisme n'est pas la seule menace sécuritaire au nord du Mali. Il y a la question de la criminalité organisée. Et justement, cette question de criminalité organisée, on tombe dans les aspects sécuritaires. Et il est aujourd'hui difficile d'envisager une lutte contre ces groupes ou ces réseaux criminels par les seules forces de sécurité, à raison de la situation ou du contexte qui prévaut aujourd'hui, qui implique une intervention armée, comme vous le voyez. Et encore une fois, je tiens à préciser que dans tous les cas de figure, on sait que la solution, qu'elle soit militaire ou qu'elle soit sécuritaire, parce que les deux sont envisageables dans le cas malien, ne constitue pas le seul pan pour résoudre cette question. Il y a beaucoup d'autres questions, j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir. Avez-vous une idée des raisons pour lesquelles beaucoup pensent qu'on n'a pas un outil de défense qui répond aux attentes des Maliens? Je viens de donner une des raisons, parce que les attentes des Maliens aujourd'hui, c'est d'avoir un territoire sécurisé, un territoire qui est à l'abri. C'est très difficile et je vais ouvrir peut-être cette parenthèse pour que les attentes, c'est obligatoire, on a tous des attentes par rapport à notre sécurité. Et il y a la dimension politique et la dimension réaliste. On serait dans un cadre politique, il est normal de faire penser que c'est possible de ramener ce pays dans une situation sécuritaire stable en 2, 3, 4, 5 ans. Mais techniquement et objectivement à l'analyse, c'est très difficile de penser que la situation telle que le Mali l'a connue en 2012, que la situation puisse être rétablie et qu'on revienne à une situation stable, sécurisée, en 2, 3 ans ou même 10 ans. Et je vais rappeler une question de la Banque mondiale qui estime à au moins 20 ans pour qu'un pays puisse se rétablir d'un conflit. Et nous, on a connu presque tous les types de conflits auxquels les gens sont confrontés aujourd'hui. On a un conflit inter- et intracommunautaire, des conflits intra- et intercommunautaires, on a la présence du terrorisme, on a une crise, on sort d'une crise institutionnelle. Donc, en fait, il y a une confluence de menaces et de conflits que le Mali a connu. Et dans ce contexte, c'est normal pour les populations d'avoir des attentes. Et ça doit être aussi objectif que ces attentes-là soient placées dans une vision stratégique et partagée avec ces populations pour qu'ils comprennent où est-ce que nous allons, sur quelle période et à quoi on peut s'attendre. Et pour terminer, comme je le disais, les attentes, c'est qu'on veut se sentir en sécurité. Et comme je le disais, nos services de sécurité ou nos services de défense n'étaient pas préparés ou ne sont pas formés au type de menaces. C'est pas nous seulement, nous, le Mali, à l'instar des autres pays africains, ont été formés, comme je le disais, à une certaine forme de guerre classique. Et ce n'est plus le cas. Donc, c'est peut-être ce qui explique partiellement pourquoi jusqu'à présent on a des attentes super élevées et des réalisations qui ne sont pas à la hauteur de ces attentes-là. D'accord. Écoutons Brema Eli Diko qui pense que l'armée malienne monte en puissance contre ses ennemis. Je pense que l'armée est en reconstruction. Ils ont eu du matériel, des hélicos, des logistiques qui vont les aider à mieux travailler sur le terrain. On espère qu'avec ça, il y aura moins de pertes en vie humaine. De nos jours actuellement, qu'est-ce qu'il faut pour renforcer les capacités morales et techniques de l'armée malienne? Alors, la capacité technique,
c'est très simple, il faut appliquer les matériels nécessaires, il faut mettre à leur disposition tous les renseignements aériens, donc tout ce qui est drone, renseignements satellitaires et autres, renforcer les services secrets en termes de matériel aussi de renseignement, parce qu'il y a des matériels neufs aujourd'hui qui permettent de recueillir des informations sans se déplacer dans certaines zones. Mais au-delà de ça, je pense que vraiment, s'ils veulent avoir des résultats probants, il est important qu'ils travaillent à changer le comportement de certains d'entre eux qui tombent dans les arrestations arbitraires dans l'amalgame. Abdelkader Fofana, est-ce que vous pensez que l'armée monte en puissance? Moi, il est difficile pour moi de dire que l'armée monte en puissance, un peu difficile. Je voudrais bien relever dans les propos que je viens de dire, je crois qu'il ne m'a pas très bien compris, mais il est avancé pratiquement dans le même sens. Parce que je disais que il arrive qu'on nous compare à d'autres pays de la sous-région. On compare souvent l'armée malienne à l'armée tchadienne, qui a fait des merveilles au nord, qui a fait des résultats au nord. Mais comparer le Mali, l'armée malienne, à l'armée du Tchad, je pense que c'est oublier un événement. C'est que le Tchad a toujours été en guerre. C'est un pays où il n'y a eu que des gens qui s'affrontaient. Depuis Goukouni, Ouédé, où pratiquement chaque 2 Tchadiens étaient un soldat. Nous, on n'a pas connu ça. Et on a connu la rébellion plusieurs fois. On a connu la rébellion. Mais il est sûr qu'il y a certaines contrées du Mali qui ne se sont jamais senties concernées par cette rébellion. Parce qu'ils ont dit que ça vient de là-bas. Ils n'ont pas pensé que c'est notre territoire. C'est là que je voulais en venir. Est-ce que cela veut dire, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de guerre au Mali, que Dieu nous en préserve, que l'armée doit rester sans formation? Non, pas du tout. Pas du tout. L'armée doit répondre à l'intégrité du territoire. Parce que quand on dit les pays voisins, ce n'est pas parce qu'un pays est voisin qui va nous faire la guerre. Mais on veut assurer l'intégrité. Et l'armée est là pour assurer cette intégrité. Mais les forces de sécurité autres, qui sont la police, la gendarmerie, et même la population civile, parce qu'elle peut contribuer par des informations. Je pense que c'est extrêmement important. Ça n'a pas été développé chez nous, parce qu'on n'a jamais senti cette menace venir chez nous. On a toujours pensé que ça n'arrive qu'aux autres, pas à nous. Parce qu'on n'a pas eu des situations de char. Même s'il y a eu des situations politiques, la nuit, on arrangeait, on apaisait le conflit, on appelle quelqu'un, mais on n'est jamais allé jusqu'à penser qu'on pouvait être à ce niveau. C'est là que j'explique un peu la déconfiture de notre armée, qui n'était pas prête à ça, qu'on n'a pas préparé à ça, parce que ce n'est pas elle qui s'apprête. C'est nous qui devons faire cet effort-là. J'ai dit nous, je parle de la population, parce que si la population demande, si la population contribue, ça se fera. Je vois en moi un consommateur. D'accord. Beaucoup. Mais est-ce que vous pensez que l'armée malienne n'a pas été préparée à cette situation, comme le pense Abdelkader Fofana? Non, je vais juste vous faire une petite anecdote. Vous savez, le cas du Mali aujourd'hui, je l'assimile à un morceau de viande pourrie. Donc du coup, quel que soit le côté d'où tu le prends, vous avez juste des brides entre les doigts. Ça veut dire quoi en réalité? Ce n'est pas l'armée qui pose problème. C'est toute la structuration de l'État malien qui pose problème. Aujourd'hui, nous avons les phares braqués sur notre armée parce qu'il y a eu ce conflit. Donc nous pensons que l'armée n'est pas à hauteur de souhait. Mais il n'y a pas un seul pan de notre État où on peut dire que ça va. Il n'y en a pas. L'éducation, que tu prennes l'économie, ça ne va nulle part. Donc il s'agit d'articuler tout ça. Parce que pour avoir une armée, il faut avoir une économie, il faut avoir une population éduquée. Monsieur Fofana l'a dit tantôt, quand il parle de l'URSS où tous les mardis, les Russes partaient pour l'école du soldat. OK. Que nous n'ayons pas les moyens de former chaque citoyen malien à l'exercice militaire, je suis d'accord, ça a un coût énorme, mais est-ce que ça veut dire qu'en termes d'éducation citoyenne, on ne peut pas intégrer quelque chose dans le programme qui permettrait aux Maliens quand même de savoir c'est quoi l'État ? C'est quoi mon armée? C'est quoi ma nation? C'est quoi ma patrie? Au moins une éducation qui puisse le permettre, ne serait-ce que dans ce déclic, d'aider l'armée, par exemple, dans l'information et de la façon de faire véhiculer l'information. Parce que nous sommes confrontés à un grand problème de renseignement. Alors, donc, il faut renforcer la structure de l'armée, c'est vrai. Il faut... Problème de renseignement. Alors, quel est le rôle de la sécurité d'État dans ce sens? Non, la sécurité d'État prend les renseignements où elle ne les fabrique pas. C'est moi, le citoyen, qui dit « Ah, il y a tel problème ». Et si je ne sais pas comment communiquer, j'ai peur. Parce qu'aujourd'hui, le problème qui se passe au nord, c'est quoi? Même quand tu as l'information, tu as peur parce que ta sécurité n'est pas assurée.
tu risques de te faire tuer ou exécuter parce que tu as juste, ou on te suspecte d'avoir donné une information. Mais si tu as une formation requise, ça veut dire que chaque citoyen a une bonne formation paramilitaire, pas forcément militaire, mais quand même, il a les b.a.-ba. Ça le permet de s'inscrire dans la dynamique d'accompagnement. Donc l'armée à elle seule ne peut pas, à travers le service de renseignement, avoir toutes les informations, traiter toutes les informations. Non, on a besoin de tout le monde. Chacun d'entre nous est un soldat et le pays a besoin de tout le monde. Donc cette armée, si on veut qu'elle soit réellement efficace, il faut que chacun apporte sa contribution. Et malheureusement, comme la formation des citoyens n'est pas à ce niveau, donc la réponse n'est pas là. Donc du coup, ça pose d'énormes difficultés. D'accord. Baba Dakono, aujourd'hui, est-ce qu'il est possible, où est-ce que ça va par rapport à l'armée malienne? Où est-ce que ça va? Puisqu'on ne cesse de faire des critiques, mais est-ce qu'il n'y a pas un point positif par rapport à l'armée malienne depuis 57 ans? Dans tous les cas, il est possible de trouver des points positifs et des points négatifs et des points de faiblesse. Mais peut-être penser pas à l'armée en termes de structure ou en termes d'entité, mais penser au système de défense et de sécurité du pays. Et là maintenant, voir dans quel sens les conditions où le système a été amélioré et dans quel sens on peut relever des points de faiblesse. Je pense que les points positifs, on peut les citer parce que voilà, il y a une loi qui a été adoptée. Dans cette loi, il y a justement, en réfléchissant sur la question, il y a deux dimensions. On est tenté de penser que, par exemple, d'un point de vue budget, ce n'est pas très loin des budgets qui ont été alloués à l'armée pendant les années qui ont précédé l'adoption de cette loi. Mais quand on voit ce qui a été réalisé par rapport au budget qui était alloué à l'armée, on se rend compte que le fait que la loi a été adoptée, l'un des points positifs pourrait faire que ces budgets élevés qui étaient destinés à l'armée ont été mis dans un schéma structurel. Donc en fait, il y a un objectif structurel qui était derrière les allocations budgétaires annuelles qui, mises ensemble, ont peut-être abouti à des situations d'équipement. Même si on sait que tout ne doit pas tourner autour de la question de l'équipement, on pourrait, en voulant citer des points positifs, penser que l'équipement a peut-être participé au réarmement moral des personnes qui sont chargées d'assurer la sécurité. Maintenant, comme je le disais, il est important parce que c'est pas comme si le Mali a connu la crise et que tout va bien aujourd'hui. Et dans la situation qu'on connaît, il est plutôt important de voir les faiblesses, de les identifier pour les corriger plutôt que de s'arrêter sur les points positifs, parce que sauf si on est dans un débat politique, là on pourra les mettre en avant, mais ce qui est plus important, c'est d'identifier les faiblesses, je ne dirais pas les points négatifs, mais les faiblesses qui jusqu'à présent ont été identifiées partiellement, de continuer ce travail de diagnostic pour pouvoir relever les défis attendus du système de défense et de sécurité. Vous avez parlé de budget. Écoutons l'opposition à travers la voix de Tcheblin Dramé réagir sur cette question. 1230 milliards ont été votés par l'Assemblée nationale pour doter nos forces. Malgré les sommes colossales allouées à la défense et à la sécurité, l'insécurité ne cesse d'augmenter au Mali. Le sang coule dans notre pays chaque jour. Donc je pense que le président doit faire preuve d'humilité quand il dit que notre armée est plus forte que jamais, qu'elle a été dotée en uniforme, en chaussures, en armes individuelles, en moyens aériens, etc. Cela devrait se voir concrètement sur le terrain. Alors la question qui se pose, est-ce que les immenses ressources votées pour nos FAMA arrivent à destination? Il est souhaitable que l'Assemblée nationale mette en place une commission d'enquête pour vérifier la destination réelle des ressources qui sont destinées à nos FAMA. Je pense qu'il est important que le président de la République organise des états généraux de l'armée nationale et de la cité pour que l'on sache qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire et les corriger. Et au centre de cela, il y a la bonne gouvernance. Tcheblin Dramé s'interroge sur où passe l'argent qui est attribué à l'armée malienne. Je suis entièrement en phase avec lui parce que c'est ça aussi qui manque dans ce pays. On n'a pas l'humilité de reconnaître qu'on peut faire des erreurs. On peut être de bonne foi, mais avoir le courage d'avoir un suivi, évaluation, d'évaluer ce qui a été fait, où est-ce qu'on en est, et faire même un audit. Et c'est là où je me pose réellement la vraie question de la gouvernance. Ça veut dire que
aujourd'hui, sur l'argent qui est envoyé aux FAMA, quand tu regardes, je ne pense pas que l'argent arrive en réalité à destination. Parce que quand tu vois l'état dans lequel, même si on dit qu'on a donné des équipements légers, non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. D'abord, il y a la reconnaissance du mérite, il y a les grades qui se donnent dans l'armée, je ne sais trop comment. Voilà, il y a des frustrations à l'intérieur de notre armée. Et ça, ce n'est pas normal. Vous pensez que l'argent n'arrive pas à destination concrètement? Non, concrètement, ça veut dire quoi? Que si tu vois l'état moral des troupes aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer sur le terrain, on a des échos de désertion, on a des gens qui ne sont pas du tout contents, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Donc quand Tcheblin fait une telle proposition, je pense que c'est une dynamique intelligente. C'est-à-dire toute personne qui veut que quelque chose marche, s'interroger sur la bonne démarche et vérifier est-ce que ce que j'ai donné est arrivé à bon port, je pense que ça ne peut être que salutaire. C'est pourquoi je ne dis pas forcément que l'argent n'est pas arrivé à destination. Je dis juste que c'est des vraies interrogations. Il faut se poser les questions, il faut faire cet exercice et voir est-ce que réellement le commandement a fait descendre ce qu'il faut aux hommes. Et les hommes ont besoin de leur argent, c'est des droits. Et ce droit doit leur être préservé. Mais ce que je sais, c'est que dans la hiérarchisation de l'armée aujourd'hui, c'est la grande muette. Il y a des choses, il y a des frustrations, donc ce n'est pas eux qui vont en parler. Mais c'est des gens comme les Tcheblin Dramé, les hommes politiques qui doivent faire une bonne analyse de la chose et faire remonter aux citoyens les choses qu'il faut que nous on sache et qu'on essaye de mettre notre armée. Parce qu'en fait, le problème, ce n'est pas les hommes. Moi, je connais beaucoup de militaires. Certains pensent également que l'État continue à payer des gens, des soldats qui sont même décédés. Alors qui mais ça veut dire que justement, si c'est vrai. Donc d'où la logique, si les rumeurs persistent, que ce soit vrai ou pas, mon problème n'est pas là, qu'on sente que notre État met en place un mécanisme de contrôle, de vérification pour savoir où l'argent du contribuable va aller. Ça, c'est important. Et aujourd'hui, même pour le moral des troupes, quand vous avez des échos comme ça, la logique pour un gouvernant, c'est quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui, même si ce n'est pas vrai, que moi, en tant que chef d'État, j'apprends que certains de mes soldats ne sont pas du tout contents, je vais être à l'écoute, je vais mettre le service de renseignement à contribution pour savoir où est la véracité. Et des têtes vont tomber, ça c'est sûr. Alors, Abdelkader Fofana, est-ce que vous pensez que des états généraux, comme le propose Tcheblin Dramé, pourront permettre de faire le point sur la situation de l'armée, au-delà même de l'utilisation des différents budgets? Moi, je crois que les états généraux ne feront que noyer le poisson. Pourquoi vous pensez cela? Il a dit dans ses propos quelque chose de fondamentalement important. Mais avant de dire cela, de revenir à ça, je reviens sur les propos de Tcheblé. Tous les politiques... il reste entendu que si un politicien te dit la vérité, tu ne voteras jamais pour lui. Cela est clair. Il faut se mettre ça dans la tête. Alors, ce que moi je pense, ce que je suis resté sur ma faim, sur les propos et du président de la République et de Tcheblé, parce que moi je m'attendais à ce qu'il nous sorte pour nous dire, j'ai été ministre, à mon temps, mon gouvernement a alloué ça à l'armée. Et qu'est-ce que vous avez donné par rapport à ça? Ça fait une comparaison. Mais pourquoi vous pensez que les États généraux vont noyer le poisson dans l'eau, puisque les États généraux devraient permettre à tous les Maliens de s'asseoir pour parler de cette question? Parce qu'on ne peut pas asseoir tout le monde pour parler de quelque chose. Ça veut dire qu'on ne veut rien. C'est l'exemple de... on dit que la démocratie, c'est le... face au comment on appelle ça, que c'est Bédiafanga. Mais non, c'est là qu'on a noyé le poisson. C'est celui qui est là qui exerce. Il rend compte. Mon deuxième propos, c'était que Tchébili, puisque le chef de l'État l'a affirmé, on a tous entendu, que Tchébili et les membres donc, du parti adverse, je n'aime pas le mot opposition, puissent faire des enquêtes pour nous montrer la véracité de ça. On a vu des enquêtes qui se déroulent par des journalistes, par des témoins extérieurs, qui nous font sortir ce que le politique dit. Est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai? Mais on ne peut pas juger ce que lui a dit et ce que l'autre a dit. C'est aller dans un sentimentalisme qui ne dira pas son nom. Par contre, ce que je soutiens sur lui, je pense qu'il faut qu'on avance des choses qui peuvent nous sortir de là. Moi, ce que je reproche à notre armée, ce que je pense qui manque à notre armée, c'est la communication. Je vous donne un exemple. J'ai eu à rencontrer des gens de Serval, les jeunes qui étaient venus, qui ont fait le combat de Kona. Ils étaient nombreux. Aucun d'eux n'avait un portable. Il est difficile de sortir un militaire qui n'a pas 3 puces.
Et dans ces téléphones, c'est des numéros de téléphone, c'est des centaines de numéros enregistrés, dont des numéros de certains hauts gradés. On a vu ici ce que le téléphone a eu à faire comme dégâts, où un chef, on a fait sortir toutes les communications qu'il a eues avec quelqu'un. Ça veut dire on reviendra sur ce problème de communication. Est-ce que vous pensez, Dakono, que les états généraux ne serviront pas à grand-chose, comme le pense Fofana? Je pense que tous les espaces de contrôle des rééditions, surtout des comptes aussi sensibles comme les comptes alloués à la défense, peuvent être bénéfiques à la compréhension et surtout aux exécutants, ceux qui utilisent ces ressources. Mais ce qui est important, et qui est plus large au-delà de la question de l'armée, c'est qu'on a des systèmes, des institutions qu'il faut souvent essayer et les mettre en œuvre. Le budget est voté de façon annuelle et l'Assemblée nationale, dans son travail, contrôle l'action du gouvernement. Et au sein de l'Assemblée nationale, nous avons une commission de défense, de sécurité, de protection civile, etc. Cette commission, normalement, doit pouvoir suivre l'exécution de ce budget. Mais au-delà de ça, les acteurs politiques sont, pour certains, représentés au sein de l'Assemblée nationale, peuvent diligenter une enquête parlementaire. Et la difficulté, si on parle spécifiquement des questions de défense, c'est la rhétorique de secret défense. Et ça, le Mali, à l'instar de tous les pays, généralement, on met tout dans la notion de secret défense. Là encore, pour le contrôle démocratique du secteur de la sécurité, il est très important pour notre institution, qui est l'Assemblée nationale, de mettre un contenu à cette notion de secret défense et de pouvoir suivre l'exécution du budget d'État. On est en train de chercher des solutions existentielles, ce qui existe aujourd'hui, au-delà de l'existant aujourd'hui, pour trouver des réponses, alors qu'on n'a pas fini, on n'a pas été capable de mettre en œuvre ce qu'on a à notre disposition. Notamment notre Assemblée nationale qui doit sortir de ce rôle d'accompagnement du gouvernement pour pouvoir le contrôler. Et normalement, tous les acteurs politiques doivent participer à ça. Ceux qui participent à la gestion du pays, comme ceux qui sont à l'opposition, doivent pouvoir amener l'Assemblée nationale à jouer ce rôle de contrôle. D'accord. Aujourd'hui, certains pensent également que, écoutons d'abord le président de la République qui estime que des efforts sont en cours pour fournir aux Maliens un outil de défense à hauteur des attentes. Pour en faire une armée véritablement professionnelle, entièrement dédiée à la protection du territoire et des citoyens. J'ai à cet effet instruit le gouvernement d'ouvrir ce vaste chantier de réforme et de reconstruction de la nouvelle armée nationale avec comme objectif doter nos forces de défense et de sécurité des moyens humains, technologiques et matériels nécessaires à leur mission. Les résultats significatifs et de qualité obtenus en termes de réponse aux exigences d'une armée professionnelle et républicaine sont des indicateurs essentiels des progrès enregistrés dans la réconciliation de notre armée avec son peuple. Pour l'année 2018, il nous faut continuer à promouvoir l'efficacité et les capacités opérationnelles de l'ensemble des dispositifs de la défense nationale. Et voilà pourquoi la date du 20 janvier 2018 revêt un cachet particulier. Celui de la réaffirmation de la volonté politique de l'État de mettre les forces armées de sécurité en phase avec les exigences du temps et les impératifs politiques, économique et sécuritaire du pays. Voilà, il ne nous reste plus que 2 minutes et quelques secondes. Abdoulkader Fofana, est-ce que cette déclaration du président de la République, Ibeka, vous rassure? Oui, je me perds quand il dit il nous faut continuer. Moi, je veux quelque chose de concret. Quand on a le pouvoir, quand on agit. Que vous voulez quelque chose de concret, que voulez-vous dire? Je veux qu'il affirme quelque chose qu'on peut vérifier. Mais quand on dit il nous faut continuer, je me perds. D'accord. Boubacar Bokoum. Je pense qu'il est dans un discours politique, il est dans son rôle. Il faut juste mettre du contenu, comme M. Fofana vient de le dire. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire qu'en 2018, nous allons faire ceci ou cela. C'est de dire concrètement, c'est ce que Tcheblin demande en fait. Parce que les États généraux vont permettre d'aller à la vérifiabilité, si je peux me permettre cette expression, de tout ce qu'il est en train d'aligner. Parce que je vais mettre ça, oui, on veut voir. J'ai mis 30 milliards, on veut voir où est-ce que c'est parti. Et tous les acteurs doivent être là pour nous dire concrètement comment l'argent a été utilisé. Parlant de cet argent, certains pensent que tous ces budgets qu'on est en train d'attribuer à l'armée pourraient également créer des tensions dans certains secteurs qui vont se sentir oubliés. Mais je pense que pour la sécurité aujourd'hui, si toutefois l'argent est utilisé à bon escient, rien n'est de trop. Moi, je suis d'accord qu'on prive certains secteurs stratégiques ou, entre guillemets, un peu essentiels de leur contenu pour le donner à l'armée. Parce que tout découle de notre sécurité.
sécurité. Pour parler de l'école, il faut qu'on ait la sécurité. Pour parler des finances, pour parler de l'économie et tout le reste découle de l'économie. Mais faudrait-il bien que cet argent soit utilisé à bon escient? Baba Dakono, que faut-il faire si vous avez des propositions pour avoir aujourd'hui une armée à hauteur de souhait? Il nous faut avoir une pensée stratégique. C'est tout ce qu'on pourra entreprendre, si ça ne rentre pas dans le cadre d'une pensée stratégique, une doctrine militaire pour le pays, on n'aura fait que des pas à court terme et on serait revenu au point de départ. D'accord, et c'est ce qui met fin à ce débat qui avait comme thème armée malienne, quel défi à relever après 57 ans. Nos invités, Baba Dakono, chercheur à l'Institut d'études de sécurité ISS, Boubacar Bokoum, politologue, et Abdul Kader Fofana, membre de l'Association des consommateurs du Mali, ASCOMA. Débat réalisé par Fatmata Togola, mise en onde assurée par Gagné Kanté, à la régie vidéo Peting Diara. Je suis Mohamedou Touré. Demain sera un autre jour et un autre débat à Studio Tamani. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.